Discours sur le colonialisme suivi de discours sur la négritude. Aimé Césaire. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial, que déférée à la barre de la raison, comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier et que de plus en plus elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins chance de tromper. L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confient tout bas les stratèges américains. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable. Et aujourd'hui, il se trouve que ce ne sont pas seulement les masses européennes qui incriminent, mais que l'acte d'accusation est proféré sur le plan mondial par des dizaines et des dizaines de millions d'hommes qui, du fond de l'esclavage, s'érigent en juges. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. Et puisqu'aujourd'hui il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les autres. Colonisation et civilisation. La malédiction la plus commune en cette matière est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce en son principe que la colonisation? De convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit, d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec derrière l'ombre portée maléfique d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée, de façon interne, d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ces économies antagonistes. Poursuivant mon analyse, je trouve que l'hypocrisie est de date récente, que ni Cortés découvrant Mexico, ni Pizarre devant Cusco, encore moins Marco Polo devant Cambaluc ne protestent d'être les fourriers d'un ordre supérieur, qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils ont des casques, des lances, des cupidités, que les baveurs sont venus plus tard, que les grands responsables dans ce domaine est le pédantisme chrétien pour avoir posé les équations malhonnêtes. Christianisme égale civilisation, paganisme égale sauvagerie, d'où ne pouvaient que s'en suivre d'abominables conséquences colonialistes et racistes dont les victimes devaient être les Indiens, les jeunes, les nègres. Cela réglé, j'admets que mettre les civilisations différentes en contact les unes avec les autres est bien, que marier des mondes différents est excellent, qu'une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, s'étiole, que l'échange est ici l'oxygène et que la grande chance de l'Europe est d'avoir été un carrefour et que d'avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d'accueil de tous les sentiments,
en a fait le meilleur distributeur d'énergie. Mais alors, je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact ou, si l'on préfère, de toutes les manières d'établir contact, était-elle la meilleure? Je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie, que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a eu au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une égression universelle qui s'opère, une grande graine qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactante élatée, il y a le poison instillé dans la veine de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapo s'effarent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit « Comment c'est curieux !» Mais bah, c'est le nazisme, ça passera. Et on entend et on espère et on se tait à soi-même la vérité. Que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on a été le complice, que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens, que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement dans le détail les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de révéler aux très distingués, très humanisme, très chrétien bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'un Hitler l'habite, qu'un Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialisme dont ne revelaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les colis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme d'avoir trop longtemps rapatissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait, sordidement raciste. J'ai beaucoup parlé d'Hitler, c'est qu'il le mérite. Il permet de voir gros et de saisir que la société capitaliste, à son stade actuel, est incapable de fonder un droit des gens, comme elle s'avère impuissante à fonder une morale individuelle. Qu'on le veuille ou non, au bout du cul-de-sac Europe, je veux dire l'Europe d'Adenauer, de Schuman, Bidault et quelques autres, il y a Hitler. Au bout du capitalisme désireux de survivre, il y a Hitler. Au bout de l'humanisme formel et du renoncement philosophique, il y a Hitler. Et dès lors
une de ces phrases s'impose à moi. Nous aspirons non pas à l'égalité, mais à la domination. Le pays de race étrangère devra redevenir un pays de serfs, de journaliers agricoles ou de travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier et d'en faire une loi. Cela sonne net, hautain, brutal et nous installe en pleine sauvagerie hurlante. Mais descendons d'un degré. Qui parle, j'ai honte à le dire, c'est l'humanisme occidental, le philosophe idéaliste, qu'il s'appelle Renan, c'est un hasard que ce soit tiré d'un livre intitulé La réforme intellectuelle et morale, qu'il ait été écrit en France au lendemain d'une guerre que la France avait voulu du droit contre la force. Cela en dit long sur les mœurs bourgeoises. La régénération des races inférieures ou abattardies par les races supérieures est dans l'ordre providentiel de l'humanité. L'homme du peuple est presque toujours chez nous un noble déclassé. Sa lourde main est bien mieux faite pour manier l'épée que l'outil servile. Plutôt que de travailler, il choisit de se battre, c'est-à-dire qu'il revient à son premier état, régère, impériaux, populos. Voilà notre vocation. Verser cette dévorante activité sur des pays qui, comme la Chine, appellent la conquête étrangère. Des aventuriers qui troublent la société européenne, faite par un ver sacrum, un essaim, comme ceux des Francs, des Lombards, des Normands, chacun sera dans son rôle. La nature a fait d'une race d'ouvriers, c'est la race chinoise, d'une dextérité de main merveilleuse sans presque aucun sentiment d'honneur. Gouvernez-la avec justice, en prélevant d'elle, pour le bienfait d'un tel gouvernement, un ample douaire au profit de la race conquérante, elle sera satisfaite. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez pour lui bons et humains, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Réduisez cette noble race à travailler dans l'escartule comme des nègres et des Chinois. Elle se révolte. Tout révolté est, chez nous, plus ou moins un soldat qui a manqué sa vocation, un être fait pour la vie héroïque et que vous appliquez à une besogne contraire à sa race. Mais ouvrier, trop bon soldat. Or, la vie qui révolte, nos travailleurs rendraient heureux un Chinois, un Fellaître qui ne sont nullement militaires. Que chacun fasse ce pourquoi il est fait et tout ira bien. Hitler, Rosenberg, non, Renan. Mais descendant encore d'un degré, est-ce le politicien verbeux qui proteste? Personne que je sache. Mais lorsque M. Albert Sarraut, tenant discours aux élèves de l'école coloniale, leur enseigne qu'il serait puéril d'opposer aux entreprises européennes de colonisation un prétendu droit d'occupation et je ne sais quel autre droit de farouche isolement qui pérenniserait en des mains incapables la vaine possession de richesses sans emploi, et qui s'indigne d'entendre un certain R.P. Bard assurer que les biens de ce monde, s'ils restaient indéfiniment répartis comme ils le seraient sans la colonisation, ne répondraient ni au dessein de Dieu, ni aux justes exigences de la collectivité humaine. Attendu, comme l'affirme son confrère en christianisme, le R.P. Müller, que l'humanité ne peut souffrir que l'incapacité, l'incurie, la paresse des peuples sauvages laissent indéfiniment sans emploi les richesses que Dieu leur a confiées avec mission de les faire servir au bien de tous. Personne, je veux dire, pas un écrivain patenté, pas un académicien, pas un prédicateur, pas un politicien, pas un croisé du droit et de la religion, pas un défenseur de la personne humaine. Et pourtant, par la bouche des Sarraut et des Bard, des Müller et des Renan, par la bouche de tous ceux qui jugeaient et jugent licite d'appliquer au peuple extra-européen et au bénéfice des nations plus fortes et mieux équipées une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est déjà Hitler qui parlait. Où veux-je en venir? À cette idée que nul ne colonise innocemment, que nul non plus ne colonise impunément, qu'une nation qui colonise, qu'une civilisation qui justifie la colonisation, donc la force, est une civilisation malade,
une civilisation moralement atteinte qui est irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler, je veux dire son châtiment. Colonisation, tête de pont d'une civilisation de la barbarie, d'où, à n'importe quel moment, peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation. J'ai relevé dans l'histoire des expéditions coloniales quelques traits que j'ai cités ailleurs, tout à loisir. Cela n'a pas eu l'air de plaire à tout le monde. Il paraît que c'est tiré de vieux squelettes du placard. Voire, était-il inutile de citer le colonel de Montagnac, un des conquérants de l'Algérie? Pour chasser les idées qui m'assiègent quelquefois, je fais couper des têtes, et non pas des têtes d'artichaut, mais bien des têtes d'hommes. Convenait-il de refuser la parole au comte d'Hérisson? Il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées, pair à pair, sur les prisonniers, amis ou ennemis. Fallait-il refuser à Saint-Arnaud le droit de faire sa profession de foi barbare? On ravage, on brûle, on pille, on détruit les maisons et les arbres. Fallait-il empêcher le maréchal Bugeaud de systématiser tout cela dans une théorie audacieuse et de se revendiquer des grands êtres? Il faut une grande invention en Afrique qui ressemble à ce que faisaient les Francs, à ce que faisaient les Goths. Fallait-il enfin rejeter dans les ténèbres de l'oubli le fait d'armes mémorables du commandant Gérard et se taire sur la prise d'Ambic, une ville qui, à vrai dire, n'avait jamais songé à se défendre. Les tirailleurs n'avaient d'ordre de tuer que les hommes, mais en ne leur étant pas, enivrés de l'odeur du sang, ils n'épargnèrent pas une femme, pas un enfant. À la fin de l'après-midi, sous l'action de la chaleur, un petit brouillard s'éleva. C'était le sang de 5000 victimes, l'ombre de la ville qui s'évaporait au soleil couchant. Oui ou non, ces faits sont-ils vrais? Et les voluptés sadiques, les innommables jouissances qui vous frissolissent la carcasse de loti quand il tient au bout de sa lorgnette d'officier un bon massacre d'anamites, vrai ou pas vrai? Et si ces faits sont vrais, comme il n'est au pouvoir de personne de le nier, dira-t-on pour les minimiser, que ces cadavres ne prouvent rien? Pour ma part, si j'ai rappelé quelques détails de ces hideuses boucheries, ce n'est point par délectation morose, c'est parce que je pense que ces têtes d'hommes, ces récoltes d'oreilles, ces maisons brûlées, ces invasions gothiques, ce sang qui fume, ces villes qui s'évaporent au tranchant du glaive, on ne s'en débarrassera pas à si bon compte. Il prouve que la colonisation, je le répète, déshumanise l'homme même le plus civilisé, que l'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale fondée sur le mépris de l'homme indigène est justifiée par ce mépris tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend. Que le colonisateur qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête. C'est cette action, ce choc en retour de la colonisation qu'il importait de signaler.